On ne présente plus Jacques Sorel, nous sommes très émus et contents qu'il soit une fois de plus dans nos murs du Centre espagnol parce qu'il est souvent très fidèle, il est venu plusieurs fois présenter de très belles conférences et nous ne pouvons que l'en remercier une fois de plus. Alors je voulais quand même, pour ceux qui le connaissent peu, le présenter, même si je pense que vous le connaissez, parce que M. Isorel est un hispaniste, professeur honoraire de langue et de littérature espagnole, membre éminent de la Fondation Antonio Machado de Collioure et auteur de nombreux ouvrages consacrés à la littérature espagnole. Luis de Góngora, Manolo Valiente et surtout Antonio Machado et Fernando Villalón, qu'il contribua à faire découvrir ou redécouvrir par de nombreuses publications bilingues, en espagnol ou en français. Jacques Sorel était inconnu en tant que romancier, jardin tenu secret jusqu'en 2008, année où il a publié Elena Minekovska, roman non autobiographique, a-t-il précisé, qui est passé inaperçu et pour cause puisqu'il a été publié directement en italien. Et en 2021, il le publie, réécrit cette fois-ci en français, sous un titre mystérieux, Une lettre pour Alessandro Giovanninetti. Je laisse la parole donc à Jacques Sorel. Bonne présentation. Alors je vais me mettre ici pour être plus près du public. D'abord, je te remercie, Rose, pour ta présentation très chaleureuse. Et je remercie le Centre espagnol de bien vouloir m'accueillir, d'organiser cette présentation. Et je remercie aussi la librairie Torquatis qui a fait le déplacement et qui vous propose des exemplaires du roman. Alors, ce roman est placé, pourrait-on dire, sous le signe du hasard. Et comme Rose l'a dit, je n'ai jamais été romancier, je n'ai derrière moi aucun écrit de ce genre. Le hasard, pourquoi? Parce que quand j'ai pris ma retraite, j'ai réalisé un rêve que je caressais depuis longtemps, qui était d'apprendre l'italien. J'étais prof d'espagnol et au hasard des lectures, des cours, en particulier sur la Renaissance espagnole, il y avait de fréquentes incursions dans la littérature italienne. Et puis, toujours, je rêvais de cette langue aux sonorités si belles, différentes de l'espagnol, qui est aussi, évidemment, une langue très musicale, très belle. Et donc, à la retraite, vous le savez peut-être certains, d'un coup, c'est le grand vide. On a beaucoup de temps. Et donc, je me suis inscrit à l'UTL pour suivre des cours d'italien. Et dès le premier cours, ça a été le coup de foudre. Je me suis passionné pour cette langue. J'ai commencé à travailler beaucoup, la grammaire, le vocabulaire, j'ai lu en italien. Donc j'ai suivi les cours. J'ai continué l'année d'après, toujours avec la même professeure, Luisa Piovano, qui est une excellente professeure et qui est italienne. Et au bout de 3 ans, j'ai quitté l'UTL pour l'association Dante Alighieri, où j'ai continué, mais toujours avec la même professeure, Luisa. Et je continue d'ailleurs à suivre ses cours. Et nous étudions des textes, elle nous donnait aussi des petits devoirs, exercices de grammaire, ou bien des petites rédactions. Le dernier film que vous avez vu, vous recommandez la région où vous habitez à un ami étranger. Et un jour, je me suis dit, tiens, au lieu de chaque fois changer de sujet de rédaction, je vais essayer d'inventer une petite histoire. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Eh bien,
je viens de prendre ma retraite, je suis un néo-retraité. Je vais me mettre dans la peau d'un néo-retraité, ce sera plus facile que de me mettre dans la peau d'un facteur, d'un pilote d'essai ou d'un avocat ou d'un balayeur. Donc un néo-retraité, ancien professeur, qui fait une rencontre. Alors j'ai eu l'idée de cette rencontre. Tout à l'heure, nous lirons la première page. La rencontre avec une femme, alors qui n'est ni jeune, ni belle, ni désirable, plutôt le contraire. Elle est presque repoussante. C'est une mendiante, pas très propre. Et va s'établir avec elle un dialogue qui va ensuite continuer. Alors je pensais, je m'étais dit, bon, elle va raconter sa vie sommairement, j'en aurai pour 2 ou 3 devoirs. Mais une fois que le personnage, que j'ai créé le personnage, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle avait existé. Or, elle n'a jamais existé. Je n'ai jamais parlé avec une vagabonde dans la rue. Une fois avec une mendiante, mais c'est tout. Et donc, elle a vraiment existé. Et dès le deuxième devoir, j'ai continué à écrire. Et j'avais l'impression que je connaissais déjà sa vie, que ce que j'écrivais, je le savais déjà. Et donc, j'ai continué comme ça. Et je rendais chaque semaine à ma professeure le devoir. Elle me le rendait la semaine suivante, me corrigeait les fautes d'italien, fautes d'orthographe, maladresse, etc. Et je stockais comme ça les devoirs corrigés. Et donc cela a continué pendant plus de 2 ans à peu près. Si bien que je suis arrivé à un premier... j'ai fini une sorte de premier cycle. J'ai rassemblé tout cela, je l'ai apporté dans un atelier de reprographie. C'était un petit livre comme ça, que j'ai appelé Elena Minekovska, qui était le nom de cette femme que j'avais rencontrée. J'en ai fait tirer une dizaine, j'en ai donné à ma professeure, à mes camarades, et puis c'était tout. Voilà, je pensais que c'était fini. Et comme dans ce petit, c'était même pas un roman, c'était un petit texte assez court que j'avais condensé, apparaissait un personnage masculin qui s'appelait, comme vous avez vu le titre, Alessandro Giovanninetti, qui était donc italien. Il apparaissait, mais on n'en parlait plus à la fin. Et alors, quelques temps après, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'il est bien devenu, ce garçon ? On l'abandonne quand il a 15-16 ans, et après, qu'est-ce qu'il a fait ? Et alors, ça m'a intrigué. Je me suis dit, je vais partir à sa recherche. Et je vais partir à sa recherche par l'imagination, bien sûr, puisqu'il n'a jamais existé. Et j'ai commencé, comme ça, à écrire aussi, et je rendais toujours des devoirs à ma professeure qui me les corrigeait. Ce qui fait que j'ai continué, jusqu'à arriver au bout. Alors, je ne vous dirai pas quel est le bout, évidemment. Pour arriver jusqu'à ce qu'on pourrait appeler une fin. Quand tout ce travail a été fini, je l'ai rassemblé et je l'ai apporté chez un imprimeur et je l'ai fait imprimer à compte d'auteur. Je fais tirer 200 exemplaires de ce roman qui a toujours porté le titre de Elena Minekovska. Alors, si vous lisez le livre, vous remarquerez que dans le livre, dans celui-ci, elle s'appelle Elena Minekovskaya. Parce que je me suis aperçu après coup que une femme qui est la fille ou la femme d'un russe qui s'appelle Minekovski,
ne s'appelle pas Minekoska, mais Minekoskaya. En revanche, si elle est la fille de Khrouchtchev ou de Brezhnev, elle s'appellera Khrouchtcheva ou Brezhneva. Voilà, donc là j'ai corrigé. Voilà, et donc je tire 200 exemplaires. À l'occasion de fêtes de la société, de l'association Dante Alighieri, j'en vendais. J'en ai laissé à la librairie Torcatis, qui en a vendu. J'en ai envoyé à la librairie italienne de Paris, qui en a vendu quelques-uns. Puis mes camarades d'ici. Bref, peu à peu, le livre, les 200 exemplaires sont partis, il n'en reste plus. J'en ai un chez moi, c'est tout. Et puis les années sont... Ça, c'était en 2008. Et puis les années sont passées. C'est passé les années. Et un beau jour, je me suis dit, tiens, cette histoire, je l'ai écrite en italien, mais c'est pas ma langue. J'ai fait de mon mieux. J'ai été corrigé par une Italienne. Je l'avais donné aussi à des amis italiens, des collègues hispanistes italiens qui aussi m'avaient fait des remarques stylistiques dont j'avais tenu compte. Mais ce n'était pas ma langue. Alors je l'ai repris et je ne l'ai pas traduit, je l'ai réécrit. L'histoire est la même, j'ai suivi l'histoire, toute l'histoire, les personnages, tout. Je l'ai réécrit. Et puis un jour, en parlant comme ça, avec la directrice des éditions Trabucaire, je lui ai dit, j'ai fait un roman. Elle m'a dit, passez-le-moi. Regardez. Et au bout d'un mois, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, ça m'intéresse de le publier, et elle l'a publié. Et voilà comment ce livre est né. Alors, je vous ai dit tout à l'heure le signe du hasard. Il y a un téléphone caché. Il est passé, je l'ai posé là-bas. Je veux que tu répondes parce que c'est insistant. Alors, le signe du hasard, puisque ce livre commence par un hasard. Il s'agit d'un narrateur qui va s'exprimer donc à la première personne. Alors, je reprécise, Rose l'a dit, ce n'est pas autobiographique. Je n'ai jamais vécu tout ça. Tous les personnages sont inventés. Je n'ai pris modèle sur personne autour de moi. Apparaît la femme du narrateur. Moi, j'ai une épouse, je suis marié. Vous verrez que l'épouse n'est pas tellement sympathique. C'est pas du tout le cas. Je me suis pas vengé en écrivant ce livre. C'est pas du tout le cas. Je m'entends très bien avec elle. Je suis marié depuis un demi-siècle ou plus. Et donc le personnage est inventé. Maintenant, cela dit, évidemment, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai mis des choses. Des réactions, des remarques, des sentiments qui auraient pu être les miennes. Mais tout cela est inventé. Alors donc, sous le signe du hasard, si j'ouvre la première page, je lis le titre. Oui, quand je suis passé du roman italien au français, en italien, c'était un récit continu, de la première à la dernière ligne, il n'y avait pas de coupure. Là, j'ai fait une série de chapitres, j'ai distribué la narration en une série de chapitres auxquels j'ai mis un titre. Un titre qui a pour but souvent d'interroger ou un peu de dérouter le lecteur, ou d'exciter sa curiosité. Alors, premier titre, quai rive gauche. Ah, on est à Paris peut-être, quai rive gauche. Il n'y a pas de quai rive gauche à Paris, mais il y a des quais sur la rive gauche. Il y a un quai rive gauche à Bordeaux, il y en a un à Rouen, peut-être qu'il y en a ailleurs. Alors, bon.
Alors j'essaie de restituer ce qui peut être la réaction du lecteur. Réaction souvent rapide, presque inconsciente, mais enfin, qui rive gauche. La première phrase dit « C'était un soir gris d'octobre, avec une tramontane qui, depuis une semaine, n'en finissait pas de souffler. » Tramontane, donc nous serions ou dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'Aude, pas très loin. Alors, à ce moment-là, on le met en rapport avec quelle rive gauche. Quelle rive gauche? Ah, il y en a un à Perpignan, que nous connaissons bien. Un soir d'octobre. Le soir, c'est la fin de la journée. Octobre, on s'achemine vers la fin de l'année. Donc, nous sommes un peu dans quelque chose qui se termine, une ambiance générale. Le personnage, le narrateur n'est pas encore apparu, mais il est un peu enrobé dans cette nébuleuse de quelque chose qui finit. C'est peut-être sa vie, hein? Il est dans le dernier stade de sa vie. Gris, un soir gris. Là aussi, gris donne une ambiance. Hein? Gris, c'est pas très gai, ce qui est gris. Est-ce que cela va jouer sur la personne du narrateur, qui va apparaître comme un homme effectivement plutôt gris? Il n'est pas triste, il n'est pas désespéré, il n'exulte pas non plus, hein, il n'est pas très gai, un type plutôt normal, hein, retraité, peut-être un peu blasé. Hein. On verra qu'il n'est pas en ménage, c'est pas non plus la joie. Hein. Bon. Une tramontane qui, depuis une semaine, n'en finissait pas de souffler. Le texte ne dit pas qu'il soufflait depuis une semaine, dit qu'il n'en finissait pas de souffler. Donc, on attend qu'elle arrête, puisqu'elle n'en finit pas de souffler. On attend. On est dans une certaine attente. Attente de quoi? On va voir. J'attendais, effectivement, la phrase suivante commence par « j'attendais ». Alors j'attendais quelqu'un, un homme, une femme, j'attendais Mario, à prononcer la française Mario, à l'entrée de la galerie Rive Gauche. Donc maintenant nous comprenons, c'était l'ancien cinéma, les anciens cinémas Rive Gauche, qui n'existe plus maintenant, et c'est donc là qu'il attend. Et il attend Mario, donc qui est le deuxième personnage qui entre en scène. Mario, c'est un nom qui peut être italien ou espagnol. On verra ce qu'il est après. Nous devions voir ensemble Match Point, le dernier film de Woody Allen. Match Point, alors il est facile de situer, est sorti en 2005. Donc nous sommes à Perpignan en 2005 et sur ce quai Rive Gauche. Il attend. On présente Mario. Mario est un ancien collègue de l'université avec qui j'ai conservé des liens amicaux. Malgré son défaut, parfois agaçant, d'arriver presque toujours en retard au rendez-vous. Alors là apparaît un aspect du narrateur, des liens amicaux, bon, est ami, mais il précise, entre virgules, dans une incise, son défaut parfois agaçant. Donc c'est un homme, c'est pas un homme impassible qui, bon, si on arrive en retard, c'est pas grave, décontracté. Non, il n'est pas tellement décontracté. Ça l'agace. Hein. Parfois agaçant. Mais en fait, il nuance un peu. C'est aussi quelqu'un de nuancé. Il ne dit pas un défaut agaçant. Il dit parfois agaçant.
Et puis, il précise aussi, il ne dit pas toujours le défaut d'arriver toujours en retard. Il dit d'arriver presque toujours en retard. Au rendez-vous. Pour la deuxième fois, nous lisons, phrase suivante, « J'attendais depuis 10 bonnes minutes ». Donc cette thématique, en quelque sorte, de l'attente, apparaît pour la troisième fois, pas ce thème de l'attente, la tramontane dont on espère la fin, il attend Mario, il nous le redit maintenant, qu'il attendait, et il précise même depuis 10 bonnes minutes, et c'est un homme précis, puisqu'il dit 10 bonnes minutes, il était 19 heures passées, il donne même l'heure de la séance, qui était l'heure exacte des séances au rive gauche, qui commençait à 19h10. Je comptais jusqu'à 50. Si à 50 il n'était pas arrivé, j'entrerai seul au cinéma. Donc là, son impatience grandit et on imagine qu'au fur et à mesure de 1 à 50, elle ne va cesser de grandir, cette impatience. Je finissais de compter quand une femme s'approcha de moi. Une femme, comment est-elle? Jeune, belle, pas belle? En tendant la main pour dire bonjour, monsieur, 1 euro, s'il vous plaît, donnez-moi 1 euro. Alors on a vite compris de qui il s'agit, une mendiante. Elle ajouta aussitôt pour manger. C'était une femme d'une 60aine d'années, assez grande, vêtue d'une veste noire tachée et d'un pantalon d'homme trop large. Ses cheveux étaient gris, ébouriffés. Je regardais cette femme. Elle aussi me regarda dans les yeux et répéta 1 euro, s'il vous plaît. Donc, c'est la rencontre avec cette femme qui est donc une mendiante, une vagabonde, dont l'aspect n'est pas du tout attirant. Et quand son visage est sommairement décrit, elle l'est encore moins. Son visage était ridé, ses traits fatigués. Et là se produit quelque chose, parce qu'il aurait pu donner l'euro, et puis rentrer au cinéma, puis c'était fini, il ne se passait rien. Son visage était ridé, ses traits fatigués, mais quels yeux! Des yeux bleus qui me transperçaient. Et là, tout va commencer comme ça, par cette émotion profonde, avec ce verbe extrêmement expressif. Il est non seulement touché, mais transpercé. Elle parlait français avec un accent étranger que, sur le coup, je ne parvins pas à identifier. Donc ce narrateur est un homme curieux, tout de suite son esprit se met en marche, il essaie de savoir, je lui demandais de quel pays elle venait. Elle n'eut pas le temps de me répondre. 2 points, Mario arrivait en courant, essoufflé. Allez, on y va, on est à temps, le film ne commence qu'après la pub. C'est trop tard, vas-y tout seul. Je suis en train de parler avec cette dame. Alors apparaît le mot dame qui confère à cette mendiante un statut de femme tout à fait, malgré sa pauvreté, malgré son accoutrement, son pauvre accoutrement, mérite respect et intérêt. Et ainsi va commencer le livre. Alors nous allons voir qu'il était allé aussi au cinéma pour voir un film. Et bien, il va en voir un de film, mais il va le voir à travers le récit de cette femme. Dans un film, il y a un décor, et on est assis dans un fauteuil. Ils vont s'asseoir aussi, mais sur un banc, au quai rive gauche. Le décor, ce sera la basse, et ce sera la façade du conseil, l'ex-conseil général, conseil départemental, et
tout commence comme ça. Et puis continuera pendant 200 pages. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce livre. Très bien. Mais merci à vous. Si, c'est vrai. Peut-être que vous m'avez présenté. J'ai du mal à imaginer qu'à partir du moment où vous avez si bien planté le décor et les personnages et cet environnement, vous n'ayez pas immédiatement pensé davantage à la fiction, au roman, que devoir rendre à la professeure de thème. Quand, au début, J'ai du mal à oui, comprendre oui. que vous ayez davantage que votre souci eût été moins de rendre cette copie que de dire là quand même j'ai commencé quelque chose qui pourrait être intéressant. ouais. Au début, non. Vous voyez, au début, j'ai cru au personnage. J'ai cru au personnage. J'ai le personnage de Mario qui va être très présent aussi. Je l'ai à peu près vu. Alors, je l'ai fait dire à mes enfants. Ils m'ont dit, on te reconnaît dans le narrateur. Ton tempérament, on te reconnaît. Mais un autre ami qui l'a lu m'a dit, Mario, c'est toi. Oui. Alors, oui. Et donc, au début, l'histoire m'intéressait, j'ai continué, et puis... Parce que vous posez d'emblée tous les paramètres attrayants de la fiction. Oui. Et c'est pas par hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est parfait. Ouais. Vous n'avez pas expliqué comment naissent les personnages. On peut connaître de l'imagination. Oui, ben oui. Et cette opportunité d'une autre langue, ça c'est très intéressant. S'exprimer dans une autre langue Ouais. et y trouver quelque chose à dire. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas comment exprimer, mais voilà, je trouve ça. Ah oui, il y avait le côté, la difficulté, la difficulté de déjà parler dans sa propre langue, c'est pas toujours simple. Dans une autre langue, écrire dans une autre langue, mais c'était une sorte de défi. Ça me plaisait, ça, c'était excitant. Je me souviens parfaitement le jour où, pendant le cours, vous avez demandé un devoir. C'était le texte de Bossuet, Madame Summer, et nous devions raconter autre chose. Et donc, je me suis bien sûr tellement régalée à vos cours que je ne peux pas m'empêcher de voir ça. Vous nous aviez déjà donné cette possibilité d'inventer, d'imaginer à propos déjà d'un texte existant, bien sûr. Je pense à ça, tout d'un coup, ça m'a traversé l'esprit ici. Madame Summer, je n'étais pas trop attirée. Mais bon, je suppose que mais c'est super. Moi, j'aime bien la façon. C'est très intéressant ce que vous venez de nous dire sur cette première page. Parce que souvent, on ne sait pas trop lire. C'est difficile de lire. On apprend à lire. Mais je ne l'ai pas prémédité, vous voyez. C'est en réfléchissant. Hier, je me suis dit, bon, je vais faire la présentation au centre espagnol. Je vais raconter comment j'ai d'abord fait les devoirs d'italien, etc., etc. Et après, je me suis dit, tiens, je pourrais. J'ai repris la première page. Et là, ce que je vous ai dit, je ne l'avais pas prémédité du tout. Le soir d'octobre, c'est pas un hasard quand même. C'est le soir d'octobre, c'est quelqu'un qui est à la retraite. Il en est à peu près à octobre de sa vie. Il n'est pas très heureux, il a été heureux quand il était prof, mais là, il a un certain vague à l'âme qu'il distrait, vous verrez, de façon presque artificielle. Avec sa femme, ce n'est pas non plus le bonheur.
il est dans une sorte d'attente, il ne sait pas ce qu'il attend. Et là, il attend au cinéma, il attend l'ami, mais il attend aussi autre chose. Et cette attente va être comblée par cette rencontre avec cette femme qui va lui raconter une vie peu ordinaire. D'autant qu'elle, vous le verrez, Elena Minekovskaya, elle est donc russe. À un moment où on ne parlait pas beaucoup de la Russie. Maintenant, on en parle beaucoup, mais on n'en parlait pas beaucoup. 2005, pas plus que de notre pays du globe. On sait bien que la première page du roman, c'est toujours un exercice extrêmement périlleux, parce que c'est la première page qui, éventuellement, nous amène à nous plonger avec plaisir ou pas dans un livre. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans votre première page, je peux dire ta première page, parce qu'on se connaît, je ne me souvenais pas qu'en italien, c'était aussi bien. Là, en français, effectivement, la façon dont tu la présentes en plus renforce l'impression qu'on peut avoir. Il y a deux choses intéressantes. D'abord, tout ce qui est écrit, c'est qu'il y a tout de suite le mystère qui nous prend. Cette femme, d'où vient-elle? Et quand tu soulignais tout à l'heure que tu dis la dame, je parle avec la dame, effectivement, on donne un statut qui va encore renforcer le mystère. Parce que, bon, tous les gens qui sont dans la rue ont une histoire, ça peut nous intéresser, mais celle-là, on sent qu'elle va avoir une histoire particulière. Et puis un événement qui vient subitement casser la trame attendue de ce qui peut se passer, c'est-à-dire, on peut très bien imaginer que le personnage, son copain Marie, il va au cinéma. Il lui donne un franc, il va au cinéma. Mais pas du tout. Il y a son copain, va au cinéma tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une rupture là, sur le cours possible ou attendu des choses. Et donc il y a deux choses, le mystère et la rupture qui va nous amener à avoir encore plus l'envie de voir ce qui va se passer. Et ces personnages, en particulier de cette Hélène, sont des personnages tellement vrais que moi j'ai cru que tu avais rencontré cette femme, une femme qui lui ressemblait, et que là tu lui as donné vie. Alors je découvre qu'en fait c'était tout inventé. Moi j'ai cru que, non pas que c'était toi le narrateur, mais que cette femme existait. Donc elle prend corps, elle prend vie, et ça c'est une réussite du roman. Oui, moi aussi j'ai très vite cru à son existence, et je dirais que j'y crois toujours. J'ai l'impression que je l'ai connu, que je l'ai vraiment connu. Mais là, tu as parlé de rupture. Et tu as parlé de rupture. La rupture, c'est les yeux. Parce que tout aurait pu se terminer rapidement. Elle demande 1 euro. L'autre, Mario, arrive. Bon, il est temps de rentrer au cinéma. 1 euro, donne 1 euro, puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais il y a ce contact. Le mot yeux apparaît pour le narrateur et apparaît aussi pour elle, et pour elle 2 fois. Ses yeux, que je ne me souviens plus comment c'est. C'est très fatigué, mais quels yeux! Des yeux bleus qui me transperçaient. Alors il y a les yeux bleus, il y a aussi l'accent étranger, donc yeux bleus étrangers, elle ne sera pas en principe espagnole ou italienne ou du sud, pourrait être anglaise, slave, vous voyez. Et donc là commence l'histoire, à cause de ce regard, cette intensité du regard échangé. Et tout ça, je m'en suis aperçu après. Je m'en suis aperçu, en réfléchissant cette nuit, j'ai essayé de faire une petite brève explication de texte. Moi, j'aurais une petite question. Moi, je n'ai pas lu les livres, mais vous avez écrit 2 livres. Le premier en italien, le second, vous aviez besoin de l'écrire en français.
Donc, est-ce que vous avez, vous, après avoir écrit, est-ce que vous pensez avoir eu besoin de l'écrire en français parce que la langue vous offrait davantage de possibilités d'expression, que vous étiez un peu limité au niveau de l'italien, que même si vous l'aviez appris, peut-être qu'il ne vous permettait pas d'aller au bout de ce que vous pouviez transcrire et dire à votre... Est-ce que vous avez écrit 2 livres ou est-ce que vous avez établi des passerelles? Est-ce que vous avez pris le même plaisir pour écrire l'un, écrire l'autre? C'est oui. ça qui... Oui. Plaisir différent. Plaisir différent. La langue et l'histoire, comment? L'histoire est la même, mais j'ai rien changé. Rien changé, tout. Le fil est exactement le même. Le fil est exactement le même parce que je serais incapable de le changer parce que j'ai vraiment l'impression que tout ça a existé. Et puis quand apparaît le personnage de Alessandro Giovanninetti aussi, on va le voir vivre. Hein, on l'abandonne à 15-16 ans et on va le retrouver. Mais l'intensité, elle n'est peut-être pas la même, le schéma est le même. L'intensité, c'est la langue qui elle est supérieure quand on s'exprime dans sa propre langue. Ça, oui. Et le plaisir d'écrire, il était le même dans une langue et dans l'autre? C'était la même? Différent. En italien, il y avait le charme de la langue étrangère, la difficulté, la crainte de ne pas choisir le bon mot. En français aussi, mais en français c'était plus facile. Et comme l'histoire, j'avais vraiment l'impression de l'avoir vécue, je ne peux pas dire que j'ai peiné pour l'écrire. Je l'ai écrit plutôt dans la facilité. Autant pour les ouvrages dont a parlé Rose tout à l'heure, dans le domaine hispanique, autant j'ai peiné pour écrire des introductions, j'ai fait ma thèse, là j'ai souffert, comme souffrent tous les gens qui se trouvent devant la page blanche. Mais là, pour le roman, je n'ai pas souffert. Je ne peux pas dire que... Globalement, c'est souvent l'inverse. On passe... la fiction est souvent, je pense au contraire, Christian aussi, la fiction est souvent plus difficile que l'essai. L'essai, c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est quelque chose, la plupart du temps, qu'on maîtrise. Donc, l'écriture est seconde, alors que le roman, dans lequel, qui vous semble apparemment facile, et qui est remarquablement construit, en fait, de la première page, c'est vrai que la fiction a aussi l'avantage de laisser beaucoup de liberté quand on écrit un essai, quand on écrit une partie journalistique, comme ça c'est le cas. On est un peu cadré par la réalité qu'il faut écrire, qu'il faut restituer. Alors que c'est vrai, la fiction, et tu disais tout à l'heure que cette femme, tu la connais bien. Moi j'ai écrit sur une femme, je suis resté pendant 2 ans à écrire sur une femme. J'ai eu l'impression que je la connais bien. Alors qu'elle a vécu il y a 80 ans. Je veux dire par là que c'est ça aussi l'intérêt d'écrire des romans. Même après les personnages guident sur des voies qu'on n'avait pas prévues. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de corps qu'ils vivent. Ils réagissent à leur façon. Bon, on ne va pas non plus exagérer dans ce sens-là, mais enfin, je veux dire par là que c'est ça le plaisir du roman, c'est d'inventer, de créer des personnages. Ça ne marche pas toujours, parce qu'il faut que les personnages soient bien définis. J'écoutais l'autre jour un romancier très connu, son nom échappe maintenant, et qui, pour créer ses personnages, cherche dans les catalogues, dans les revues, il cherche des photos, il met des photos à son mur, de manière à avoir... il va dans la rue, il prend des photos, il cherche des personnages comme ça. Là, ça veut dire aussi qu'il y a cette part de création qui est très intéressante. Bon, excusez-moi, j'ai un peu... En tout cas, c'est l'italien qui vous a permis, c'est peut-être une langue étrangère, l'apprentissage d'une langue étrangère qui a ouvert aussi
votre esprit inconsciemment, obscurément, mais à cette possibilité d'imaginer. Parce que certes, il faut rendre le devoir, mais le fait d'être dans une autre langue, je pense que ça vous a permis d'imaginer autre chose. Alors bien sûr, revenir, c'est pour ça que revenir au français, je trouve ce que dit Madame très très intéressant. La question que vous avez posée aussi, c'est très intéressant. Pourquoi revenir au français? Parce que c'était plus facile, parce que ça donnait beaucoup plus de possibilités. Donc vous avez gardé la même histoire, tout ça. Parce que en fait, c'est dans l'autre langue que la fiction s'est créée. Moi, c'est ça qui me plaît. Mais bon. Bon, autre chose qui m'a frappé. Vous étiez un élève et après en français, vous êtes redevenu le maître. Oui. Oui. Ah oui, là on a la liberté totale. Et oui. Alors que quand on travaille sur un poète, un écrivain, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc il faut mesurer. Autre chose que j'ai remarqué en relisant, c'est que dès le début, il est question du film Match Point. Bon, Match Point, c'est les États-Unis. Mario, il est espagnol ou italien. Donc on va dans une autre direction. Et on va voir que ces deux directions, une direction latine avec Mario et une direction anglo-saxonne, américaine, va se retrouver à l'intérieur du roman. Avec en plus le personnage féminin, Elena, qui parle avec un accent étranger, qui a des yeux bleus, plutôt grandes. Donc se dessine déjà une sorte de géographie du roman qui commence à Perpignan, mais qui ne va pas laisser le lecteur au quai rive gauche, qui va l'amener ailleurs. Si je me souviens bien, j'ai deux questions. Matchpoint, pourquoi il apparaît dans la troisième phrase de votre roman, Matchpoint? Et si je me souviens bien, effectivement, le film de Woody Allen, mais il se passe à Londres, si je me souviens bien. Il ne se passe pas aux États-Unis, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Et ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est la première image, cette balle de tennis qui touche le filet, qui monte en l'air, et puis on se dit de quel côté va-t-elle tomber? Est-ce que c'est par hasard que vous avez choisi ce film? C'est curieux. Bien, je ne sais pas, est-ce que alors c'est peut-être inconscient, mais je l'ai pas choisi. C'est un film que j'avais beaucoup aimé, Match Point, et effectivement avec cette image de la balle qui reste sur le fil du filet. Et effectivement, sous le signe du hasard aussi, elle peut tomber d'un côté ou de l'autre. Mais non, là c'était ou inconscient peut-être, ou le hasard. Oui, c'est quand même étrange parce que, puisque c'est une histoire inventée de bout en bout, donc et pourquoi justement ce film? Donc tout doit avoir une place. Vous avez disséqué cette première phrase en les plaçant bien par rapport à vos impressions, par rapport à ce qu'on peut penser de cette phrase. Donc je ne peux pas imaginer que ce film n'ait pas une signification. Ce qu'il faudrait dire que les lecteurs vont vous apprendre des choses. C'est toujours comme ça. Et ces moments suspendus, où on n'est pas dans une continuité, on est dans une attente avec un choix, ou pas. C'est vrai qu'il y a du lien, et puis moi, quand je vous écoute, c'est comment la langue, elle identifie. Elle identifie, vous l'avez dit, l'italien, le français, mais cette personne, elle a l'accent, elle a le physique, et puis le film. Donc on est finalement identifié par la langue, et des traits physiques. Mais la langue est un gros critère d'identification quand même. C'est intéressant ça.
Personnellement, ce qui m'a surpris aussi, Jacques, c'est que tu es un grand hispaniste, tu es toujours énormément... Grand, il y en a de beaucoup plus grands. Hein. Tu t'es toujours intéressé, tu as étudié, tu as enseigné la littérature espagnole, et là, d'après ce que tu dis, il n'y a rien sur l'Espagne. C'est la Russie, c'est Perpignan, et tu parles totalement d'autres contrées, d'autres cultures. Oui. Non, dans le roman, l'espagnol apparaîtra un peu à un moment. Il apparaîtra. La langue espagnole apparaîtra. Je voulais dire. Ça m'est passé de l'idée. J'allais dire quelque chose. Peut-être ça me reviendra. Oui, la langue apparaît à un moment. Je ne veux pas vous dire ni comment, mais... Parce qu'elle a une habileté, non? L'espagnol, vous le maîtrisez. Donc il y a une habileté dans cette langue. On n'a pas besoin d'aller la chercher, la découvrir. Alors que l'italien et les autres, ça reste des choses à ouvrir et à questionner. Les autres, on les a... Un grand merci à toi, Jacques. Alors, on n'est pas la première version italienne, on n'en a plus. Non. Parce qu'il faut en préparer.